tous, bonjour à toutes. Bonjour Joël, bonjour Mickaël. Bonjour Linda. Bonjour Linda. Alors aujourd'hui, on reçoit Mickaël en invité, en guest star. On reçoit Mickaël Goko, qui est business coach, qui est aussi la cofondatrice de Rise Up Conseil. Et donc Mickaël, à travers son parcours, on va étudier, on va parler du syndrome de l'imposteur. On va également parler du MBA, des femmes dans le MBA, parce que Mickaël a fait un MBA. Et puis aussi de mindset, voilà, comment on va renouveler un peu ce qu'on croit sur nous, nos fausses croyances, nos fausses pensées, etc. Voilà, syndrome de l'imposteur, plafond de verre, mindset, on va tout aborder aujourd'hui. Donc je vais laisser Mickaël se présenter. Bonjour Mickaël. Bonjour Joël, bonjour Linda, et bonjour à vos auditeurs et auditrices. J'imagine qu'il y a des hommes aussi qui se sont aventurés ici. Donc moi c'est Mickaël Goko. Comme Joël l'a dit en introduction, je suis business coach, aussi mindset coach. J'habite à Atlanta. J'ai créé avec mon ami Awad Ramé Rise Up Conseil il y a à peu près un an. Rise Up Conseil est une plateforme, une entreprise qui a pour vocation en fait d'aider les personnes à développer leur leadership, et en particulier les personnes de la diversité. On travaille sur l'idée que pour créer des opportunités et le leadership de demain, il nous faut des personnes qui entreprennent dans leur vie personnelle, qui prennent en main la qualité de leur vie et leurs objectifs à cœur, et on les aide à le faire à travers du coaching. On lead des masterminds qui accompagnent des entrepreneurs ou des professionnels à créer the next step for them. Et on propose aussi un accompagnement en conseil pour des entrepreneurs qui cherchent à développer leur entreprise, et tout un tas d'expériences autour du développement personnel, du leadership. Et ainsi, également, on va introduire des nouvelles offres en termes de training en ligne, enfin de formation, pardon, en ligne, et tout ça dans le but vraiment de débloquer, de libérer une nouvelle génération de leaders diverses, françaises et francophones. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vous parle depuis Atlanta où j'habite. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai quitté la France. Comme Joël l'a indiqué, j'ai quitté la France pour faire mon MBA aux États-Unis à l'université de Chicago. Et puis ça a été le début d'une grande aventure qui a commencé aussi avec ce fameux syndrome de l'imposteur. Je crois qu'on aura un très bon moment, encore une fois. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, toi, ton syndrome de l'imposteur, à quel moment de ta carrière, en tout cas de ton parcours professionnel, tu l'as ressenti? Est-ce que c'est dès le début, je veux dire après obtention de ton diplôme, ou est-ce que c'est bien plus tard? Ça a commencé, même pas avant l'obtention de mon diplôme, ça a commencé quand j'ai commencé mon MBA. Alors, pour vous donner un peu de perspective par rapport à mon parcours avant Chicago, j'ai grandi en France, je suis d'origine congolaise, j'ai grandi en Bretagne, à Rennes. J'ai un parcours classique, j'ai été à l'université, j'ai commencé avec un DUT, GEA, après j'ai fait un IUP de management et gestion des entreprises de l'économie sociale. Avant de quitter pour faire mon MBA, j'ai travaillé essentiellement dans la communication, la publicité, dans une agence photo, et j'étais iconographe. Je m'étais essayé à l'entrepreneuriat aussi un petit peu en créant une boîte de traduction avec un ami. Et quand je suis partie faire mon MBA, donc j'ai intégré Chicago Boost, qui est un MBA qui est classé régulièrement dans les top 5 au monde. Donc déjà quand j'ai été admise, je pensais que c'était un peu comme un rêve en fait, c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Et quand j'ai commencé le MBA, je me suis dit, oh là là, non mais ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés. Ils vont se rendre compte que c'était une erreur et tout, et je sais pas qu'est-ce que je fais là, comment je suis arrivée ici. Non mais ils vont se rendre compte que je me suis trompée. Et pendant la première année, j'ai eu beaucoup de difficultés à me sentir à ma place, et à comprendre que j'avais toute ma place parmi toutes ces jeunes gens brillants qui avaient des backgrounds, des fois des jobs que moi je rêvais d'avoir avant de faire mon MBA, ils les avaient déjà eu avant leur MBA. Donc je me sentais très intimidée. Faut savoir que ces écoles-là, c'est l'élite internationale qui les fréquente, donc aussi américaine et aussi internationale.
mais également il y a des gens qui ont des parcours aussi riches et divers que des anciens profs. J'avais une classmate qui était styliste, il y en avait qui étaient pilotes, il y avait des sportifs, il y a de tout en fait, et des gens qui n'étaient pas forcément venus de grandes écoles avant, mais il y a toujours quand même un bon tiers qui vient des anciens de Harvard, Stanford, MIT, des enfants d'industriels ou de familles politiques dans leur pays d'origine internationale. Donc moi, ayant grandi en HLM en Bretagne, c'était pas vraiment le contexte dans lequel j'ai baigné. Et donc le syndrome de l'imposteur, pour moi, il a commencé là. C'était de me dire, oh là là, je sais même pas comment je suis arrivée là. C'était une erreur. Et puis j'ai eu la chance. Ils vont se rendre compte en fait que j'ai pas le niveau pour suivre cette formation. J'ai pas le niveau d'exigence et d'excellence qui était là-bas. Et mais finalement. Parce que justement, juste pour rappeler à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, la définition même du syndrome de l'imposteur. Je crois que tu en avais une, mais avec laquelle tu voulais nous partager avec nous. Ouais, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est se dire que notre réussite, on ne la mérite pas, qu'on est quelque part une fraude, qu'on a simplement été chanceux. Qu'on a été chanceux de trouver là où on se retrouve, qu'on a eu l'opportunité qu'on a eue, et en fait, il n'y a jamais de chance et de hasard dans la vie. En fait, les opportunités, c'est une rencontre entre la préparation au travail et l'opportunité d'avoir quelque chose qui se présente, qui vous permet de créer cette chance que vous percevez comme chance, mais finalement, c'est une rencontre. Vous avez travaillé avant et il y a une opportunité qui se présente qui fait que vous êtes prêt à saisir cette opportunité. Et en fait, on a le syndrome de l'imposteur quand on pense que le travail, on oublie complètement le travail qu'on a fait, on oublie totalement les compétences qu'on a. Et on pense qu'il y a juste eu la chance qui nous a apporté quelque chose qu'on ne devait pas recevoir. Alors que finalement, vous recevez ce que vous avez mérité de recevoir parce que vous avez fait le travail, parce que vous êtes préparé. Ouais. Et en combien de temps tu as eu ce sentiment-là, justement? Bon, j'ai bien compris que c'était dès le début de l'année de ton MBA, mais est-ce que ça a duré longtemps ou est-ce que ça a été sur quelques semaines, quelques mois? Comment ça s'est manifesté du coup après au quotidien? Pendant le MBA, ça s'est manifesté. J'ai eu un moment un breaking point, un moment où j'ai dû décider est-ce que tu vas laisser ces voix contrôler ton expérience et échouer, parce que je me rappelle à la fin de mon premier trimestre, je suis rentrée avec complètement dévastée. Mes notes étaient juste, j'avais eu la moyenne juste en dessous de la moyenne, donc j'avais eu un avertissement. J'étais pas au niveau qu'il fallait. Et je me rappelle avoir parlé avec une academic advisor qui m'avait convoquée dans son bureau pour savoir comment j'allais. Et puis juste à la question comment ça va, au lieu de répondre à un truc normalement j'aurais dit ça va, je gère et tout. Là je suis juste effondrée en larmes, j'ai dit ça va pas du tout, machin. Et puis elle m'a dit non mais je sais, je fais ça depuis des années. Vous êtes tous pareils. En gros, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul. Et moi, ce que j'avais l'impression, c'est que j'étais la seule à pas gérer. Elle me dit, mais tous tes camarades que tu vois là, t'as l'impression qu'ils gèrent, mais ils gèrent rien du tout. Ils sont comme toi, ils essayent de montrer qu'ils gèrent. Parce qu'au début, quand on arrive, c'est tellement dur qu'on est tous submergés par le stress, on dort pas beaucoup, et on a l'impression de devoir paraître qu'on gère. Et donc, tout le monde put up the game, tout le monde prétend gérer. Mais au final, en fait, on est tous pareils, on a tous les mêmes doutes. Et elle m'a dit, et c'est ça qui m'a aidé à garder de la perspective, c'est d'avoir quelqu'un qui avait l'expérience, qui avait le recul et qui avait vu bien d'autres avant moi, et on verra bien d'autres après moi, qui passaient par exactement les mêmes étapes. Et en fait, comprendre que ce qu'on vit est pas unique à soi-même et quelque part ancré dans un processus naturel de changement, fait que c'est ça qui m'a aidé en fait à reprendre le dessus et à me dire ces petites voix qui revenaient, j'allais pas les écouter. En tout cas, j'allais essayer de les minimiser. Et puis, avec le temps, tu les minimises. Je dis pas que elles disparaissent totalement, mais tu arrives à les identifier, à comprendre d'où elles viennent. Et quand tu te sens submergé par cette voix qui te dit non mais qu'est-ce que tu fais, t'es pas à ta place, ben tu reprends le dessus. Et puis aussi te dire, des fois, quand tu regardes les gens autour de toi, tu réalises qu'il y a des gens qui sont juste doués à prétendre qu'ils gèrent. Beaucoup d'hommes le sont, et dans cet environnement MBA qui est très masculin, du coup, c'est aussi un des sujets que je voulais aborder, c'est que pourquoi les femmes sont peu nombreuses en MBA, c'est parce que
en voyant ce qu'il faudrait, entre guillemets, avoir pour faire un MBA, elles regardent tout ce qu'elles n'ont pas, ou pensent qu'elles n'ont pas. Alors que les hommes vont dire, oh, bah, j'ai peut-être même 2-3 choses et des éléments qu'il faut pour avoir un MBA, mais c'est en aucun cas un obstacle pour eux. Ils se disent, bah, j'ai un potentiel de progression et j'aurai ce qu'il faut pour pouvoir être compétent ou qualifié, etc. C'est la même chose dans l'entreprise. Les femmes postulent moins à des jobs quand elles voient qu'elles n'ont pas tous les requirements, qu'elles n'ont pas tous les éléments, alors que les hommes, ils peuvent avoir 1 ou 2 sur 10 éléments qui sont demandés, s'ils ont 2-3, ça leur suffit. Alors que nous, on les disqualifie, puis on en a 2 ou 3 sur les 10 demandés. Moi, j'ai une question, du coup, est-ce que ça se bouscule? Parce que là, je t'écoute et j'ai plein de questions qui arrivent dans ma tête, là, du coup, ça sort pour avoir quelques petites réponses. Je vois que tu sais pas si tu as des questions. Oui, après, mais... je te laisse, vas-y. Je sens que sinon... Parce que moi, c'est l'idée de me dire, là je t'entends parler, mais Michael, je dis beaucoup que effectivement que tu te mettais pas, enfin, il y a des petites voix qui te disaient dans ta tête que tu n'étais pas à ta place et tout ça. Mais est-ce que ces voix-là ont été provoquées par d'autres personnes qui ont peut-être fait des remarques, parce que l'environnement, il peut parfois faire des enfin, ça peut être très subtil parfois, hein, mais juste des regards ou des remarques ou des comportements qui te laissent penser justement que tu n'es pas à ta place. Et du coup, il suffirait que ton subconscient se dise ça, ne serait-ce qu'une seconde, pour qu'après, il y a cette petite voix qui se trouve un petit chemin là, sinueux, jusqu'à ton cerveau et qui te répète. Est-ce qu'il y a eu quotidiennement ce type de phrases, ouais, je sais pas, des gens qui l'ont dit, ou c'est vraiment, comment ça s'est manifesté au fait de parents? Objectivement, quand j'y pense, c'était plus dans ma tête que ça n'a été par des événements. Il y a eu peut-être quelques situations où j'ai senti qu'il y avait peut-être par certains étudiants un regard un peu hautain, ou n'attendaient pas autant de moi parce que j'étais une femme ou parce que j'étais noire. Il y a toujours ça aussi qui peut jouer, et qui pense que tu n'as pas autant à contribuer dans un projet en groupe, etc. Mais dans la globalité de mon expérience, ça n'a pas été le cas. La plupart des gens, en fait, quand on commence le MBA, on se regarde tous en fait comme égaux. Et en fait, en étant international, en venant de France, en ayant cette double culture, j'étais plus vue favorablement, parce que les gens pouvaient dire, voilà, venant d'un autre pays, tu as réussi à venir ici, alors que moi, dans mon propre pays, c'est hyper compétitif. Donc, il y avait plus cet a priori positif que négatif. Mais l'aspect vicieux de la petite voix, c'est elle n'écoute pas toutes les choses qui valident, qui te légitiment, mais elle va chercher l'expérience, le commentaire, ou le moment où tu vas te sentir mal à l'aise pour s'en nourrir et l'amplifier. Et donc, c'est pas forcément qu'il y a eu beaucoup de personnes qui vont avoir des commentaires négatifs ou vont vouloir te dévaloriser. C'est juste qu'on l'amplifie. Et la voix l'amplifie et va chercher toutes ces opportunités de le faire à chaque fois qu'il y aura un incident, quelque chose. Mais dans sa globalité, si je regarde avec du recul et de l'objectivité, j'ai plus eu un accueil plutôt très même favorable et bienveillant plutôt que le contraire. C'est assez intéressant ce que tu dis, enfin ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que en fait on n'est pas tout seul, on a l'impression qu'on est seul et que les autres gèrent. Ouais. Parce que toi quelque part tu as eu ce syndrome là en ayant suivi un cursus, on va dire scolaire avec diplôme passé, voilà, IUT, IUP, t'as travaillé, ensuite t'es parti repasser encore un autre diplôme aux États-Unis, etc. Parce que le syndrome de l'imposteur, il est aussi dit syndrome de l'autodidacte. Derrière autodidacte, on entend donc que c'est quelqu'un qui s'est fait sans suivre, entre guillemets, un cursus classique avec les diplômes. Moi, par exemple, c'est un syndrome que j'ai vécu parce que je suis un peu autodidacte, un peu beaucoup même d'ailleurs. Donc, et là, t'entendre dire, je pense que même pour les autres personnes qui sont dans mon cas, entendre dire que même une personne qui a suivi un cursus bien balisé, tu vois, avec les diplômes et tout, peut ressentir cela, tu vois. Donc, on n'est pas épargné, personne n'est épargné par cette mauvaise voix, enfin, ouais, cette petite mauvaise voix qui te dit t'es pas à ta place, t'as rien à faire là. C'est une chance. C'est pas toi qui as travaillé, c'est une chance que t'as eue, comme ça, par hasard. Alors qu'en fait, oui, c'est le fruit d'un travail, quelque part. Et c'est assez rassurant que ce soit pas lié seulement rassurant, dans le sens où c'est pas seulement lié à l'autodidacte, en fait.
Non, c'est très juste, et je pense que c'est une perception aussi très française parce que la vision de l'autodidacte en France est assez négative, Ouais. parce qu'elle est aux États-Unis ou dans le monde anglophone. Ah oui. Le fait quand tu dis que tu es autodidacte aux États-Unis, c'est plus quelque chose qui impressionne et force le respect aux gens. Ouais. On s'est trompé de pays. On y va aux États-Unis, Joël. On y va. Mais moi, Au Nigeria, même au Nigeria aussi, c'est bon. Au Ghana, on y va. Qu'est-ce que c'est mais c'est vrai. En plus, plusieurs fois, je me suis dit, c'est peut-être pas dans le bon pays. mais oui, pardon, je te laisse finir, Michael. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est là où, pour moi, et quand on a créé Rise Up avec Awa, parce qu'en fait, on a eu ce syndrome toutes les deux, on a eu ce syndrome de l'imposteur quand on a commencé le MBA, même en ayant obtenu notre diplôme. C'est ça qui est dingue, c'est que même après le labeur, la sueur et les efforts qu'on a obtenu notre diplôme, on a toujours cette petite voix, en fait, qui est liée à notre conditionnement social, en fait. D'où on vient. C'est pas simplement notre origine culturelle, mais c'est aussi sociale. C'est d'où on vient, c'est-à-dire que dans notre quand on devient l'adulte qu'on est, on est le produit de toutes ces expériences et de ce temps passé en ayant reçu certains messages. Et quand on vient d'une classe sociale plutôt défavorisée ou classe moyenne, en France, on nous dit toujours que c'est pas notre monde. Aller dans les villes, c'est pas pour nous. Et donc, qu'on soit noir ou blanc, ça s'applique à tout le monde en France. Parce que la société est très organisée par classe sociale, en fait. Et donc, quand on vient de milieux plutôt populaires, ouvriers, etc., on s'autorise pas à rêver au-delà de ce que la société nous dit qu'on peut être. Et donc, dès qu'on sort du cadre, dès qu'on sort de ce champ-là, eh ben, on se sent plus légitime, on se sent plus à sa place, on se sent en imposteur et on se pense qu'on va être démasqué. Et aussi parce que, particulièrement en France, c'est assez fort, les élites ne sont pas très accueillantes. De la différence de personnes qui viennent de l'extérieur, du travail et de l'effort de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis en particulier, il y a cette fascination. Les gens ont vraiment une fascination pour les transformation stories, les histoires où la personne elle était dans la rue et puis tout d'un coup elle a créé quelque chose ou elle a fait une rencontre avec quelqu'un qui va l'aider et puis de là elle va L'idée qu'on apprend les gens à pêcher plutôt que leur donne un poisson, c'est vraiment la psychologie américaine. On ne veut pas aider les gens, mais on va leur apprendre comment pêcher. Et donc, on va pas leur donner un poisson, on va leur apprendre. Il y a une expression en anglais qui dit on préfère vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner un poisson. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont réussi, qui sont à des niveaux en France où les gens t'adresseraient même pas la parole, qui sont millionnaires, qui sont entrepreneurs et qui prennent sous leurs ailes ou créent des programmes pour transmettre ce qu'ils ont appris et pour que les personnes qui viennent après elles ne galèrent pas ou ne fassent pas les mêmes erreurs qu'elles ont faites. Et parce que la même chose qu'elle après. Voilà, exactement. De passage, pour une esprit de passation comme ça, je te transmets un truc, tu grandis, tu transmets aussi l'autre et ainsi de suite. Ce qui me paraît, ça me paraît logique et me paraît, la meilleure chose à faire. Mais bon, bref, désolée. Je t'en prie, continue. Exactement ça. Et puis, sur ce que tu dis sur l'autodidacte, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle les femmes aussi, parce que beaucoup de femmes, on est un peu comme des couteaux suisses humains, on a plein de compétences, de qualités, on sait faire plein de choses, et quand on n'est pas parti sur une raille qui nous convient, on pense qu'on peut plus faire autre chose. Si on a fait une formation dans quelque chose, on pense qu'on n'est pas légitime à être autodidacte dans un autre domaine, parce qu'on se sent imposteur à créer quelque chose qui ne correspondait pas au chemin qu'on nous avait dit qu'on devait suivre, etc. Et donc, pour la raison pour laquelle on s'exclut de beaucoup d'opportunités de leadership en entreprise, d'avancement professionnel et du coup des MBA. Et pourquoi je trouve que c'est tellement important, c'est que le monde de demain se détermine dans les entreprises, dans la direction d'entreprise, etc. Parce que les entreprises influencent notre monde. Les entreprises créent les outils qu'on utilise. On est sur vidéo aujourd'hui, avec le coronavirus, etc. On a tous changé notre façon de communiquer, de travailler grâce à des technologies qui ont été créées par des entreprises. Et quand les femmes, nous, on s'exclut de l'intelligence qui crée ces outils, etc., de la vision de demain qui sont décidées dans ces entreprises,
on crée un monde dans lequel on a accepté de ne pas participer finalement, d'accepter de prendre un rôle qui est secondaire. Pas qu'on n'a pas un rôle si on n'est pas en entreprise, mais qu'on laisse une partie de la direction du monde à d'autres personnes, en l'occurrence des hommes. Et aujourd'hui, surtout parce qu'il y a eu le MeToo Movement, etc., il y a eu pas mal de choses ces dernières années qui font que la parole de la femme est beaucoup plus tendue. En tout cas, les gens sont plus attentifs à quelle est l'expérience des femmes. Et là, il y a une nouvelle vague avec tous les événements qui se passent autour de Black Lives Matter. On se pose la question quelle est l'expérience des Noirs aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Et je pense que ce sont des mouvements de société qui créent des opportunités. Des opportunités dans le sens où si vous travaillez, si vous préparez, si vous êtes compétent, et ben les entreprises pourront pas dire on n'a pas de femmes compétentes pour devenir CEO parce que y a pas de femmes, on n'a pas de femmes on peut pas mettre de femmes CEO, on peut pas mettre de minorités CEO parce qu'elles sont pas compétentes. Il faut se préparer à ça et c'est pas du jour au lendemain qu'on va passer de manager à CEO. Donc il faut une pipeline, il faut un processus, un funnel de talent, une évolution de talent qui prépare les gens à what's the next best opportunity. Et jusque-là, la prochaine meilleure étape, soit passer manager, passer directeur, passer responsable, etc. Quelles sont les expériences qui vont construire ce parcours pour être qualifié, pour être CEO, pour être dirigeant d'entreprise, et pas simplement dirigeant, et je dis pas ça de manière péjorative ou quoi que ce soit, de commerce, de PME, etc. Je dis vraiment toute appréciation de tout le tissu économique qu'il y a, mais quand on regarde même les PME, etc., il y a une grande disparité. Je regardais des statistiques avant de vous rejoindre aujourd'hui. Il y a 44% de femmes au conseil d'administration aujourd'hui en 2009 des grandes entreprises qui sont cotées en bourse. Il y en avait seulement 10% en 2009. En 10 ans, on est passé de 10 à 44%. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi de quota qui a été passée pour favoriser la parité entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises cotées en bourse. Là où ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu de règles. Donc ce sont les conseils d'administration des PME, des petites et moyennes entreprises qui sont cotées en bourse. C'est l'Euronext Growth, c'est la bourse pour les PME de moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Il n'y a que 18% de femmes. Pour les conseils d'administration, les comités de direction, les comités exécutifs du CAC 40, en 2009, il y a 18% de femmes contre 9% en 2009. Là, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de règles. Vous voyez, donc on est passé en 2009 de 9 à 18 pour les comités de direction et comités exécutifs du CAC 40 et on était à 10% en 2009, on est passé à 44% en 2019 pour les conseils d'administration des grandes entreprises cotées en bourse. Donc vous voyez aussi, il y a des politiques qui vont se mettre en place pour inciter et favoriser les entreprises à regarder les talents féminins et à créer le parcours de réussite pour qu'elles arrivent et qu'elles soient compétentes et qualifiées pour diriger. Pas question de prendre des femmes pour un rôle de représentation parce qu'il faut remplir des quotas de la même manière que pour les questions de diversité culturelle ou ethnique, mais ça se prépare. Et donc là où peut-être les personnes peuvent pas trop s'identifier à moi en se disant ouais, elle a fait un MBA, une grande école, c'est pas pour moi. J'ai envie de leur dire, moi j'ai des personnes. Je dis souvent, j'ai failli passer à côté de ma vie, je ne l'aurais jamais su. Parce que j'ai fait un DUT GEA, parce que c'était la seule chose que je pensais pas. Je connaissais même pas les écoles de commerce, on n'avait jamais parlé vraiment. Je pensais même pas que c'était une possibilité pour moi. J'ai fait un UP parce que c'était le seul cursus hors université classique que je pouvais m'offrir en tant qu'étudiante boursière. Donc j'ai réussi à faire ce MBA en travaillant, en préparant ça et on aura une autre histoire, un autre jour pour en parler. Mais c'est possible. Complètement. Moi, ça m'aimerait aussi, je rebondis sur tout ce que tu dis parce qu'effectivement, je retrouve pas mal de points en commun. Et moi, j'ai mon côté un peu. Après, tu peux encore dire que je suis. Moi, j'ai un côté un peu disruptif. J'aime pas le faire ce qui est établi. Ce qui est établi, déjà, ce qui m'embête, c'est que qui l'a décidé, pourquoi c'est comme ça et pourquoi. Oui. C'est mon côté un peu disruptif, mon côté un peu opposant, j'en sais rien. Pour le coup, moi, j'ai fait les deux aussi. J'ai fait l'université
Et à Pau, j'ai fait une super fac de Pau réputée pour pour LEA, donc je salue même les enseignants qui nous écoutent de l'UPPA. Et très vite, j'ai eu cette chance-là de savoir, enfin cette bénédiction-là de savoir très tôt ce que je ne voulais pas faire en termes d'études. Et du coup, ça a été beaucoup plus simple pour moi de savoir ce que je voulais faire. Et le contact facile, j'ai tout de suite voulu faire du commerce international qu'il n'y avait pas à Pau. Après ma licence, j'étais à Barcelone, mais après ma licence, il n'y avait pas ça à Pau. Et j'ai essayé de voir dans ma tête que les facs. À aucun moment j'ai pensé école de commerce. J'ai fait que fac. J'ai fait 2 ans à la fac de Toulouse Le Mirail. Et à l'époque déjà, il y avait pas mal de grèves, pas mal de trucs. Donc bref, ça a été catastrophique. Et même pour avoir un stage de fin d'études. Je veux dire, on est en France où, effectivement, quand on passe de 2 mois de stage, c'est gratuit pour la boîte, elle n'a pas besoin de payer quoi que ce soit légalement. Les 6 mois, là, effectivement, vous devez payer. J'ai eu tellement de mal à avoir un stage de fin d'études qui, au final, n'a pas été, celui que j'avais eu par dépit, n'a pas été validé. Donc, j'ai dû retaper une autre année par manque de stage probant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effet psychologique où, pour moi, c'est mon premier échec, élevé par les parents enseignants, tu n'as pas droit à ne pas échouer. Enfin, tu dois être première. Deuxième place, on ne connaît pas. Alors de là à retaper une année, le premier choc. Quand je finis par avoir effectivement le stage qu'il fallait, le bon stage qui m'emmène à Londres et de bosser à la City, ensuite à Bruxelles, tout ça, j'ai eu une espèce de déclic. Je me dis, en fait, c'est moi qui me mets des barrières. Pourquoi je me focalise juste sur l'université pour faire un master, un bac plus 5? Pourquoi non, je vais aller dans une école de commerce. J'ai commencé à regarder la liste des écoles de commerce. Et là, tu te rends compte, on le sait tous, mais c'est quand même, l'étudiante que j'étais avant, c'est quand même un peu choquant de voir que quand tu vas demander un stage, on te demande de quelle école de commerce tu es. On ne demande même pas de quelle université tu es. Il y a une hiérarchie déjà, école de commerce, université. Donc université, soyons clairs, c'est mis à part. Dans école de commerce, il y a aussi une hiérarchie. Tu viens de quelle école de commerce? Oui. Donc l'INSEC était parmi les 15 les meilleures écoles de commerce de France. Et j'ai l'INSEC, parce qu'après, par rapport aussi aux moyens et tout ça, on ne peut pas non plus se voir en face. Quand tu as un budget, parce qu'à l'époque, j'ai quand même payé 8 000 et quelques euros l'année à l'INSEC, 8 000 et quelques, oui c'est ça, 8 000 et quelques euros. Quand tu as 8 000 et quelques euros de budget que tu peux te permettre, c'est pas pareil que d'avoir 40 000 euros à l'année pour aller payer les grandes écoles en France ou à l'étranger. Quoi qu'il en soit, je me suis dit non, j'y vais. Tu vas à l'INSEC, tu fais ce que tu as à faire. J'avais la rage, j'avais vraiment la rage. Je me disais, je peux le faire, je vais y arriver et je vais le faire. Donc après, effectivement, il n'y a pas le côté, j'ai eu la chance de ne pas avoir le côté, effectivement, banlieue, avec une adresse postale qui te suit, avec un métier qui te suit, parce que quand je le veuille ou non, pouvoir avoir le bon stage, on met le bouche à oreille, compagnie. Mais même ça, j'ai pas tenu compte de ça. C'est pas le réseau. Là où effectivement je vois une offre d'emploi ou une offre de stage dans une grande société, j'y suis allée. Je me dis ça me coûte, j'envoie un mail, je vois mon CV, bam, je donne le CV, j'envoie mon CV. Yves Saint Laurent et une semaine après j'étais prise. Donc au final je pense que je te rejoins quand tu dis effectivement que c'est vraiment dans notre tête que ça se passe et le déclic aussi doit venir dans notre tête. C'est pas aux gens de nous dire ou à la société de nous dire parce que tu as fait une université plus ou moins côté ou parce que tu as fait une école plus ou moins côté, tu as droit à ça. On a droit à tout ce qu'on veut tant qu'on convainc soi-même de. Donc aujourd'hui, Harvard, je ne sais pas ce que c'était Harvard il y a 500 ans ou il y a 1000 ans, je ne sais pas ce que c'était déjà, mais il n'empêche que c'est une université qui s'est construite sur j'ai le mot qui m'échappe, la notoriété. Mais qu'est-ce qui fait la notoriété d'Harvard? Ce sont les gens qui y enseignent, ce sont les gens qui apprennent quelque chose, on est d'accord. Et son réseau d'anciens étudiants. Parce que et des structures derrière, parce que au final c'est ça les écoles de commerce. Aujourd'hui l'INSEC pareil, c'est aussi un grand réseau, mais parce que les anciens de l'INSEC il y a 15-20 ans il n'y avait pas le même aura qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui on retrouve plein d'anciens de l'INSEC qui sont à la tête de groupes qu'ils ont créés ou des groupes pour lesquels ils occupent des postes à responsabilité. Et je ne vous cache pas, nous à la fin de mon MBA, les offres d'emploi qu'il y avait, c'était d'abord nous qui les avions en premier parce que les anciens de l'INSEC envoyaient au réseau INSEC, au groupe INSEC, voilà, j'ai besoin, je recherche tel ou tel profil. On recherchait d'abord dans le réseau INSEC de jeunes diplômés ou de jeunes. Mais ça, je veux dire, c'est le monde qui veut ça, malheureusement. Mais si on se limite à se dire,
j'ai pas fait l'INSEC, j'ai pas fait Harvard, j'ai pas fait du c'est ça, pardon. Oui, donc j'ai pas le droit. Forcément, on se met encore plus de barrières. Il faut y aller, parce qu'au final, la notoriété, ça vaut que dalle, en guillemets. Si on va pas ça vaut que dalle. Ça vaut absolument que dalle. Ce sont nos compétences qui déterminent ce qu'on va faire. Du coup, si tu n'as pas, comment dire, si tu as l'impression que tu n'as pas tous les outils, que tu remplis pas tous les critères, comment faire? Parce que Michael, toi, je sais que tu milites, entre guillemets, et même quand tu dis tu milites, tu as une action concrète. Comment tu fais pour attraper toutes ces femmes et les motiver à faire un MBA? Qu'est-ce que tu leur proposes, tu vois, comme service? Alors, différentes choses. Donc, déjà, il y a beaucoup. La première étape, c'est awareness, l'information. L'information, c'est pas le pouvoir, mais c'est le début de quelque chose, parce que c'est l'information que il y a la petite graine qui s'insère et qui se dit peut-être qu'il est là et qui va peut-être grandir. Et la raison pour laquelle les femmes ne s'autorisent pas, ne pensent pas au MBA, peut-être c'est pas beaucoup de méconnaissance de. Déjà, le MBA, c'est pour qui? Est-ce que c'est compatible avec moi, avec mes objectifs, ma vie désirée en tant que femme? Peut-être parce que surtout les MBA, c'est fin de la vingtaine, début de la trentaine. Donc, c'est un moment en tant que femme où on pense plus, où on est beaucoup tourné sur quelle va être notre vie de mère, du couple, etc. Et donc, on se dit que c'est pas compatible. Donc, déjà, il y a l'information sur des idées reçues sur le MBA, pourquoi les femmes peuvent le faire et pourquoi elles ne devraient pas s'exclure. C'est déjà, c'est possible. Les grandes écoles en particulier, je milite beaucoup aussi pour les grandes écoles parce que les femmes s'auto-excluent de l'excellence très facilement. Pas parce que elles n'en sont pas capables, mais parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les moyens d'eux, la capacité d'eux. Et les grandes écoles sont avides de talents féminins et de diversité. Vous regardez les top MBA internationaux, ils se battent pour avoir des femmes dans leur programme. Il y a une compétition pour les talents féminins, les talents de diversité, les profils internationaux. Il y a une réelle compétition, ils dépensent de l'argent pour aller organiser des conférences ou pour promouvoir et informer les femmes ou des groupes de diversité et de minorité sur l'opportunité de faire un MBA. Donc déjà l'idée reçue sur les MBA c'est pas pour moi, je suis pas capable et en tant que femme c'est pas compatible. Beaucoup de ces MBA, moi j'avais des classmates qui avaient des enfants en bas âge, qui étaient enceintes pendant le MBA, qui ont eu des bébés pendant le MBA, qui sont venus avec leur conjoint pendant le MBA, en ayant des enfants en bas âge ou qui n'avaient pas d'enfants mais qui leurs conjoints les ont suivis parce que c'est un investissement, c'est pas juste un diplôme, c'est un projet de vie. Et si vous êtes avec quelqu'un, vous avez un partenaire et qu'il ne soutient pas votre projet de vie, votre vision, c'est plus cette question-là que vous devez vous poser plutôt qu'est-ce que le MBA est fait pour moi. Parce que si vous devez renoncer à vos passions, vous devez renoncer à vos aspirations pour un couple, vous allez renoncer à une partie de vous-même. Et donc, in fine, ça ne contribuera pas à votre couple, à l'épanouissement de votre couple. Donc, posez-vous ces questions-là. La deuxième chose, après l'information, l'awareness, c'est se préparer et comment se préparer, quels sont les outils et comment se renseigner sur les programmes, etc. Et moi, j'accompagne des femmes et aussi d'autres professionnels qui veulent faire un MBA dans tout ce parcours qui peut être un peu un parcours du combattant, perçu comme tel, de préparation à ces candidatures MBA, puisqu'il faut prendre à peu près 1 an pour préparer ces candidatures-là dans les grandes écoles, entre la phase de recherche, des programmes, etc., et surtout la phase d'introspection personnelle, puisque le MBA, c'est un investissement, c'est un projet de vie. Donc, il faut se poser des questions un peu existentielles. Qui je suis, qu'est-ce que je veux de la vie, quelles sont mes passions, quel impact je veux avoir dans la société, puisque le MBA vous donne une plateforme pour avoir un impact à plus grande échelle. Et les écoles-là recherchent des personnes qui ont une vision pour elles-mêmes et une vision pour leur environnement, le monde dans lequel elles vivent. Donc, vous souhaitiez être entrepreneur, que vous souhaitiez être disruptif, créer quelque chose qui n'existe pas. C'est la meilleure plateforme pour vous aider à créer et avoir un impact et créer le monde de demain, parce que ça va vous donner, comme tu parlais tout à l'heure, Linda,
un réseau qui va vous soutenir, qui va vous donner accès à des ressources, des informations que vous n'auriez peut-être pas forcément accès si vous n'aviez pas ce réseau-là. Ça va vous donner des compétences managériales, de gestion que vous aurez besoin pour pouvoir non seulement créer, mais développer une entreprise qui va pouvoir attirer des investisseurs, lever des fonds, etc. Et ça va vous donner une psychologie, et ça c'est pas la moindre des choses, ça va vous renforcer. Moi, le Boost m'a apporté tellement de choses, mais surtout sur l'aspect personnel, parce que ça m'a forcé à changer, une transformation mentale, psychologique sur comment j'attaque et j'aborde les problèmes de la vie, par une façon de penser, une façon de regarder les problèmes. Et quand j'ai dû faire face par la suite à des problèmes d'ordre personnel, c'est le bootcamp de Boost qui m'a aidé à faire face au bootcamp de la vie, en fait, qui m'a appris à surmonter, à gérer différentes priorités qui peuvent être contradictoires ou opposées, à trouver des ressources là où je n'en trouvais pas avant, je ne pouvais pas en voir avant. Tout ça, ce sont des compétences qui vous aident dans la vie et dans le quotidien, qui vous permettent d'être resourceful. Et donc ça, c'est important pour les femmes de pouvoir comprendre qu'elles peuvent avoir accès à ça. Donc ces choses-là, je travaille avec des personnes en coaching individuel, ou aussi on va développer notre offre aussi de coaching en mastermind pour accompagner les personnes particulièrement qui sont tournées vers le MBA et notamment les femmes. Et les masterminds, j'explique parce que beaucoup de gens ne sont pas forcément informés sur ce qu'est un mastermind. Et Joël, peut-être que est-ce que tu en as participé? Oui. J'ai participé au premier mastermind de Rise Up, donc avec Mickaël et Awa. Et ce qu'il y a de génial pour un mastermind, notamment justement quand on a plein de croyances un peu limitantes en fait, qui t'empêchent tu penses que tu peux pas aller à tel endroit ou faire telle chose parce que t'as pas accès ou quoi que ce soit. C'est l'effet de groupe, parce que en fait c'est aussi en groupe, c'est le fait de partager vos expériences, de les mettre en commun, de entre guillemets brainstormer sur comment tu peux t'en sortir, l'autre a la solution à ton problème, toi t'as la solution au sien. Ça c'est la première chose. Et puis après, au-dessus de ça, effectivement, t'as la coach, donc Mickaël, qui va vraiment à ce moment-là apporter des outils concrets et te guider sur même t'aider à défaire quelques croyances aussi. Ça c'est important aussi, quelques pensées qui te limitent et qui va vraiment guider le groupe et montrer comment tu peux abattre. C'est vraiment abattre pour le coup tes pensées, enfin tes barrières, les barrières que tu as mis dans ta propre tête. Et c'est très enrichissant. Moi je conseille à énormément. Alors je sais pas si en France il y a beaucoup de mastermind. Moi je sais pas. Je sais que c'est un truc qui est très américain. Mais moi je conseille en tout cas à ceux qui veulent en faire un, ou même ceux qui n'y avaient pas pensé d'ailleurs, de se jeter à l'eau et d'en faire un. Vous contactez Mickaël, vous la trouvez sur Twitter. Mickaël Goko ou Rise Up Conseil. Et voilà. De toute façon, on mettra quand on va remettre le replay, on mettra les informations et tout si vous voulez la trouver. Mais c'est vraiment très très bien. Et moi, je me posais justement une question par rapport à ça et par rapport à ce que Linda aussi a dit. Quand Linda, elle a dit, je n'avais même pas pensé aux écoles de commerce. Elle était partie pour faire son truc à la fac. Et toi, Mickaël, tu as dit, première chose, c'est l'information. Et moi, je me demande, mais à quel moment on doit transmettre cette information? Est-ce qu'on doit la transmettre, par exemple, quand on est au lycée et qu'on on se prépare aux études supérieures? Est-ce que c'est une information qui doit nous arriver quand on est au lycée? Est-ce que c'est une information qui doit nous arriver principalement quand on est déjà, je sais pas moi, à 3 années de fac, on est déjà à terminer la licence, ou on pense à un master? À quel moment c'est plus pertinent que cette information nous soit transmise? Je sais pas si tu veux commencer, Gaëlle. J'ai une question, j'ai aussi une petite réponse, mais j'ai une idée de ça, mais je suis fatiguée, désolée. Oui. Ouais. C'est une très bonne question, je pense, et que le plus tôt c'est le mieux, parce que la raison pour laquelle on n'y pense pas, c'est parce c'est exclu notre champ de considération, notre champ de vision pendant toute notre vie en fait. Donc, et en fait, quand tu arrives à 25 ans, comme toi, tu disais Linda, tu as découvert les écoles de commerce, etc. Et puis les jobs, les offres d'emploi où on te demandait école de commerce, quelle école de commerce ou pas. Moi, j'ai fait cette découverte de manière très naïve, après avoir fini mes études et commencé à travailler. Mon premier job, et je n'aimais pas ce que je faisais, donc je cherchais des jobs qui moi, je pensais du coup avoir les qualifications par rapport aux matières que j'avais étudiées
à l'université. Mais maintenant, quand je vois tous les jobs qui m'intéressaient, c'était marqué école de commerce, école de commerce. Et c'est là que j'ai compris, mais ces écoles de commerce, il y a deux mondes. En fait, il y a deux mondes. C'est là que j'ai compris. En fait, il y a deux mondes. En fait, il y a des offres pour les écoles de commerce et puis il y a les offres pour les autres. Et après, j'ai compris, dans les offres pour les écoles de commerce, il y a encore une autre sélection, un autre tri par rapport à ce que tu disais, quel rang, quelle position, etc. Mais déjà, c'était mon premier aha moment, tu vois. Allô, je me dis, mais je débarque en fait. Je débarque. Et donc, le plus tôt, cette information, elle est insérée et elle est en perspective dans le back of your mind, quand elle est en arrière-plan des jeunes, le plus tôt, ils arriveront à commencer à créer une image dans lequel ils peuvent se construire, se projeter, commencer à même en rêver. Comment tu peux rêver de quelque chose que tu ne sais pas qui existe? Ouais. Donc, la raison pour laquelle moi j'ai commencé à rêver de faire un MBA, c'est parce que j'ai su que ça existait. Et donc, du coup, c'est devenu un rêve. Quand j'ai compris que ça existait, je suis allée vraiment par hasard à une présentation. Parce que pendant mes études universitaires, j'avais fait un stage aux États-Unis et puis j'ai fait un an d'échange aux États-Unis et j'ai dû être inscrite dans des listes d'étudiants internationaux, etc., avec différents organismes américains. Et j'ai reçu un jour par hasard un email d'invitation pour une présentation de la Columbia Business School. Et j'y suis allée un peu par hasard, par curiosité, en me disant que j'avais toujours l'idée que j'aimerais bien faire un master pour me spécialiser, puisque visiblement ce que j'avais fait ça me servait pas grand chose. Donc en ayant commencé un travail, me disant peut-être qu'il va falloir que je reparte faire des études pour vraiment voir les jobs qui m'intéressent. Et je suis allée à cette présentation et j'ai été comme éblouie. J'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout. Et j'ai dit, mais c'est quoi ces écoles de rêve où les étudiants ont accès à toutes ces ressources et ils étudient dans des qualités, dans des salles avec des whiteboards et des ordinateurs partout. Les profs sont hyper sympas. Ils sont au top de leur recherche académique et en lien avec l'entreprise. Ils étudient des cas réels. Tout le monde s'aide. Enfin, je me dis, mais c'est quoi cette école de et ça paraissait, parce que déjà, ils avaient des expériences, ils voyageaient, ils ont accès, ils ont des CEO qui viennent parler dans leur classe. Et je lui dis, ça avait l'air tellement flashy, bling bling. Je lui dis, mais ça coûte combien? La première question dans ma tête, c'était, mais ça coûte combien? Et je lui dis, mais personne ne pose la question. Je n'osais pas poser la question parce que c'était la question qui m'obsédait pendant toute la présentation. Mais ça coûte combien? Et en fait, personne n'a posé la question. Je me dis, ok, donc toi, tu es là, mais personne, tous les gens là, ils savent quelque chose que tu ne sais pas. C'est que ça coûte un montant que tout le monde est prêt à payer parce que ils pensent que ça vaut ce que ça vaut. Toi, tu penses que l'argent, en fait, le prix de cette formation et la raison pour laquelle tu postules pas. Mais clairement, les autres ici, ils pensent quelque chose de différent. Et donc, ça m'a intriguée. Et une chose que la recruteuse a dit à cette présentation qui est restée dans ma tête, et du coup, qui a été la graine qui a semé le fait que j'ai commencé à rêver, c'est qu'elle a dit, on s'en fout que vous soyez, que vous ayez déjà un job sur Wall Street, vous travaillez pour le plus grand cabinet de conseil, vous êtes déjà leader, vous avez un truc hyper impressionnant. On aime ces profils-là, mais en fait, ce qu'on regarde, c'est votre leadership personnel. Vous pouvez être balayeur de la ville de Paris, mais si vous étiez le meilleur balayeur de la ville de Paris, que vous avez eu un impact là dans votre groupe, dans votre équipe, la zone dans laquelle vous travaillez, vous l'aviez changé, vous avez eu un impact, les gens qui sont venus dans votre équipe ont mieux travaillé, ont eu meilleurs résultats, on vous veut. Parce que vous avez ces qualités de transferable skills, de leadership intrinsèque, que après si vous avez envie d'apprendre, vous pouvez apprendre. Mais vous ne pouvez pas devenir quelqu'un qui a un impact parce que on va vous mettre dans une école. Et là, c'est là que j'ai eu un déclic en me disant, en fait, moi, je pensais que c'était pas pour moi parce que c'était la Rolls-Royce des écoles des commerces. et c'est là que j'ai compris qu'en fait, même quelqu'un comme moi pouvait rentrer dans ces écoles-là parce que j'étais iconographe. Mon boulot, c'était de chercher des images pour des agences de com, de publicité, des médias, en partant d'un brief créatif. C'est ce que je faisais toute la journée. Donc, j'avais pas un métier de décision stratégique. Voilà, j'étais pas dans le décisionnaire, j'étais vraiment une exécutante, une employée. C'était intéressant, mais j'étais pas dans un cadre où on te dit, elle va faire un MBA, elle va faire, voilà. J'étais pas prédestinée à identifier comme haut potentiel, comme on aime dire ça en France. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Bon, bref. Et donc c'est ça en fait. Donc l'information, le plus tôt on l'a, le plus tôt on peut se projeter à rêver quelque chose qu'on pourrait peut-être pas, on pourrait pas rêver. On rêve peut-être d'avoir, je sais pas, les gens rêvent de quoi en France? Ils rêvent de choses qu'ils voient à la télé.
On voit pas de femmes MBA à la télé, on voit pas de femmes CEO à la télé. Vous allumez BFM TV, vous voyez que des hommes. BFM Business, la seule chaîne d'entreprise qui parle de l'économie, etc. Il y a que des hommes, plutôt vieux, plutôt d'un certain type de peau. Vous voyez pas dans le monde économique de leadership économique. Vous voyez quand il y a des initiatives pour les banlieues, vous voyez quand il y a des programmes de mentorat, vous voyez quand donc forcément vous rêvez pas de ça. Donc le plus tôt possible, moi je pense que au lycée, même au collège, moi le job que j'ai fait après mon MBA, c'est la carrière que j'ai après mon MBA, c'est des métiers que j'imaginais même pas qui existaient, je savais pas ce que ça existait. Ce que j'ai fait, je peux pas le projeter, me dire moi j'ai envie de faire ça, je savais pas que ça existait. Donc le plus tôt on peut l'inclure dans le champ des possibles imaginaires des jeunes, le plus tôt ils vont chercher des choses qui vont corroborer cette image, ce rêve, cette idée dans leur parcours, dans l'évolution, et retenir cette information quand elle est présentée à elles, quand elle est présentée à eux. Mais moi, là, je t'ai écouté quand tu m'as parlé justement, on recherche le meilleur éboueur de la ville de Paris. J'avais envie de crier, mais c'est quoi cette mentalité? Mais elle sort d'où? J'ai jamais entendu. Elle fait ça dans ma tête. Mais je te jure, je veux dire, mais tu vis sur quelle planète, Michael? Emmène-moi avec toi. Il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Et la France a beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités. Et c'est pour ça que je suis toujours en train de revenir à me dire, mais il y a des choses à faire. C'est parce que on se rend pas compte qu'on a un trésor en France qu'on n'utilise pas. Moi, j'ai été formée à l'école publique. J'ai pas fait d'école publique. J'ai pas été dans les grands lycées publics français qui préparent l'élite française dans les grandes écoles, Sciences Po, ENA, etc. J'ai été formée à l'école publique, mais j'étais au lycée, collège, des écoles normales. Les gens qui étaient dans les gens qui étaient dans nos promotions en MBA, c'est des gens qui ont été dans des tracks de préparation au MBA depuis le collège. Ah ouais. Depuis le collège. Aux États-Unis, en fait, quand on parle de ce qui se passe, les inégalités, c'est vrai qu'on m'a posé la question assez souvent récemment à cause de ce qui se passe, la différence entre le racisme aux États-Unis et le racisme en France ou la discrimination dans les deux pays. Aux États-Unis, quand vous apportez de la valeur ajoutée, vous savez faire quelque chose, vous avez les compétences, vous êtes une formation, vous pouvez, there's no limit what you can do. La force du travail, le mindset, on va vous ouvrir des portes, on va vous recruter, etc. Je me suis jamais posé la question en allant en entretien depuis mon MBA, comment le recruteur va réagir quand il va découvrir que je suis noire. Jamais. En revanche, aux États-Unis, ce qui est structurellement vraiment compliqué et messed up, c'est que les écoles publiques ne sont pas égales. En France, c'est le cas aussi, mais ici, c'est un niveau où, quand tu vas dans une école publique dans un quartier défavorisé, structurellement de facto, tu n'as aucune chance de sortir de cette école avec les compétences pour aller à l'université. On vous enseigne pas ce qu'il faut pour avoir le niveau pour arriver à l'université. Même si tu étais bon élève dans ces écoles-là, tu n'auras pas le niveau pour suivre un cours à l'université. Donc structurellement, tu es exclu de facto. C'est des écoles qui produisent l'échec, qui produisent des gens qui vont être dans la rue, etc. Donc c'est là où il y a la différence structurelle est différente. En France, tu peux aller dans une école publique, même dans un quartier difficile, et avoir, si tu travailles bien, et être équipé pour réussir intellectuellement, académiquement dans une bonne école. Et donc, du coup, on forme beaucoup de gens en France, de jeunes, on leur dit qu'ils ne savent rien, mais c'est faux. Les gens ont énormément de compétences, de talents, mais parce qu'on a ce syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne donne pas la place aux gens, on ne veut pas les légitimer, etc. On communique ces messages qui renforcent des croyances qu'on n'est pas assez compétent, qu'on ne peut pas. Alors qu'on a tout ce qu'il faut. Si moi j'ai pu aller en partant d'une formation classique, j'ai pas fait de cours supplémentaires, j'ai pas eu de préparation, de cours privés, préparation pendant mon cursus universitaire jusqu'à ma maîtrise, j'ai rien eu d'excellence, j'ai rien eu de haut potentiel dans mon parcours. Et malgré tout, j'ai été capable académiquement de suivre le cursus du MBA de Chicago Booth. Et c'est le même cas pour Awa à Kellogg. Et Awa aussi a fait un MBA. On s'est retrouvés toutes les deux dans la même ville. Donc on s'est rencontrés. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'est rencontrés à des présentations MBA à Paris. On était les deux seules femmes noires à ces présentations-là. Donc on a sympathisé, on a fait notre mini mastermind ensemble et on s'est entraînés pendant les préparations. Et puis finalement, par hasard, on s'est retrouvés dans la même ville pour faire notre MBA. Moi, j'ai commencé 1 an avant elle. Mais je me suis rendu compte, en fait, ce que je pensais qu'il ne valait rien,
en venant de France, de ce que j'avais comme acquis, parce que mon syndrome de l'imposteur me disait, mais non, mais ils ont une erreur et machin. Mais j'ai découvert finalement, quand j'ai commencé à me dire, voilà, j'ai ma place, à regarder objectivement mes camarades de classe, je n'avais rien à rougir ou à envier forcément de leurs compétences académiques, etc. J'avais tout en moi, j'étais formée pour, et en fait, j'ai envie de dire aux éditrices, c'est de se dire que la France nous forme, mais ne nous utilise pas. La France nous forme, mais ne nous utilise pas, parce que il y a une façon des choses doivent se passer. Il y a certains cercles où les gens ne veulent pas que tout le monde aille, mais on est capable, on est formé pour. Quand on regarde à l'échelle internationale, finalement, quand je regarde le produit d'un élève français sorti du système public et le produit d'un élève américain sorti d'une école publique, prends les deux pires écoles publiques françaises et américaines, il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Donc, je vais justement rebondir sur la question que tu posais, tout à l'heure, sur le moment pour découvrir ça et faire un parallèle avec ce que tu dis justement, Michael. C'est que je pense que le plus tôt possible, effectivement, serait le mieux. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était en première. J'avais eu, tu sais, il y a une journée de découverte de la fac et tout ça. Donc, c'était un an avant la fac. J'étais en première année, enfin en première, pardon. Après, il y a la terminale et puis la fac. Et cette journée à portes ouvertes, là, la fac m'a beaucoup aidé justement à savoir ce que je ne voulais pas faire. Et bon, ça, après, c'est quand on y va vraiment et quand on y va avec l'objectif de savoir si oui ou non je voudrais continuer dans telle ou telle voie. Même si on est encore jeune et que dans tous les cas, même si on se trompe, on guillemets, de voie, c'est pas impossible de revenir et de bifurquer, parce qu'encore une fois, rien de figé, il n'y a rien d'irréversible. Et il y a un autre point sur lequel je te rejoins, Michael, c'est qu'une fois que tu as appris effectivement sauter le pas de se dire oui, je vais faire un MBA, je vais faire des grandes études, je vais faire voilà, les moyens d'avoir les compétences qu'il faut pour atteindre ce que je veux comme objectif. Est-ce que du coup, je te pose la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé, je sais pas si tu as postulé en France après ton MBA, qu'on te dise que tu sois trop qualifié pour le poste? Parce qu'il peut y arriver que tu vois une offre d'emploi qui t'intéresse, que tu ne co-crées Rise Up Conseil, tu vois une offre qui te plaît dans la fiche de poste, indépendamment que ce soit un grand groupe ou pas, et qu'on te dise que du coup, que tu sois trop diplômé, que tu aies peut-être trop d'expérience pour ça. C'est déjà arrivé ou pas? Oui, en fait, après mon MBA, j'ai eu une année après le MBA qui a été compliquée, d'où mon syndrome de l'imposteur est revenu like that. Parce que mon premier job après mon MBA, je me suis fait licencier. Et après 6 mois. Et la boîte c'est une petite boîte tech qui avait des problèmes économiques, mais quand ils m'ont licencié, ils m'ont fait croire que c'est parce que j'étais pas assez compétente pour le job. Après, ils ont fermé 2 mois après, donc j'ai compris pourquoi ils m'avaient licencié, etc. Mais ça a eu l'effet forcément de réaliser le syndrome de l'imposteur. Et j'étais dans une période de transition où j'ai cherché à rester aux États-Unis, mais c'était compliqué, les visas. J'avais pas de visa de work permit. Et je suis allée en Afrique avant de repartir en France, mais je suis allée en Afrique pendant quelques mois parce que je voulais travailler sur le continent. Donc, je suis partie en Afrique du Sud, chercher du boulot, networker, etc. J'y ai passé 3 mois. C'est suite à ça que j'ai été recrutée pour travailler chez General Electric. J'ai commencé à travailler chez General Electric à Dakar, au Sénégal. Et pendant cette période d'entretien pour General Electric, avant que je commence mon job avec eux, je suis rentrée en France. Et avec le doute de savoir si j'allais pouvoir finalement réussir ma transition en Afrique ou pas, en fonction de ce qui se passait avec les entretiens que j'avais en cours. Et donc je cherchais aussi, donc j'ai dû me rentrer en France et rentrer dans le système français et me dire bon, peut-être que je vais devoir rester en France et chercher du boulot en France, peut-être en Europe, mais en tout cas il va falloir que je postule. Donc j'ai commencé à aller envoyer mon CV à des cabinets de recrutement, des entreprises. Et honnêtement, les seules entreprises qui ont répondu, où j'ai des entretiens positifs et constructifs, qui m'ont vu réellement avec mon talent et mon expertise, étaient des boîtes tech ou des entrepreneurs, des startups qui avaient une vision plus globale des talents, etc. Et j'ai eu des entretiens avec des cabinets de recrutement, chasseurs de tête, qui étaient exactement ce que tu fais, où j'ai eu cette réponse de mais qu'est-ce que c'est CV là, c'est ce poste. J'ai droit à ça, moi j'ai droit à ça. Ils ont mis à ce poste, madame. C'est fou. Voilà. Des gens qui ne se cachaient même pas de me dire ah mais en fait votre très intéressant CV, mais très riche, mais en fait
on ne sait même pas où on pourrait vous poser, enfin, déborder ou dépasser. Incroyable, ça. Pas trop de talent. Mais alors qu'aux États-Unis, les gens te diraient, ah, mais c'est génial, j'ai plein de clients, j'ai envie d'envoyer votre CV à plein de mes clients. Ici, c'était, ah non, mais on est trop, des cabinets qui se présentent comme chasseurs de tête, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment une optique très différente. Et déjà là, je me disais que bon, travailler pour une entreprise en France, ça sera compliqué. Peut-être une boîte internationale, c'était ce que je cherchais quand je suis rentrée, des boîtes internationales qui avaient un leadership international. Et donc, ça aurait été plus facile pour des personnes là de pouvoir intégrer des profils comme le mien, puisque les MBA sont pas trop connus. Enfin, en France, il y a les MBA, il y a beaucoup de MBA, beaucoup d'écoles proposent des MBA, mais les MBA, les top MBA internationaux, ces profils-là, les entreprises françaises ne savent pas les intégrer. Parce qu'on a une structure de ressources humaines qui est archaïque, hein, faut penser comment les gens réfléchissent et travaillent. Mais moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a travaillé longtemps pendant un cabinet de recrutement, qui est placé des candidats, des profils de direction dans les boîtes tech. Et il me racontait des anecdotes qui étaient mais incroyables, des DRH qui lui disaient mais cette personne je peux pas la payer tant parce qu'elle n'a que tel âge. Ah oui, tout le temps. Voilà, je peux pas payer cette jeune fille 80 000 € parce que elle n'a que 28 ans ou 32 ans. Voilà. Oui, pas parce qu'elle a un diplôme, une expertise qui part sur le marché et que c'est un talent qui est important stratégiquement pour une entreprise pour sa croissance. Non, parce qu'elle a tel âge. Des DRH. Et en France, on a cette obsession-là, c'est vraiment le mot, hein, c'est un mot qui me venait plus fort, je l'aurais utilisé, cette obsession-là de vouloir mettre les gens dans des cases. Oui. Les gens en fonction de leur genre, en fonction de leur peau, là, la peau, c'est pas comme aux États-Unis encore, tu me diras, mais en fonction de leurs compétences, effectivement, et de leur âge. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas possible. T'as 28 ans et que tu saches faire ça. Mais au final, moi j'avais vu je retrouve la vidéo exacte et le titre. J'avais vu une vidéo il y a quelques mois qui expliquait, que les gens ne savent pas beaucoup peut-être, qu'on atteint le grade d'expert dans un domaine bien précis quand on passe 530 heures, ça équivaut à peu près à 3 mois H24 à faire que ça, à se former dans un domaine précis, 530. Ouais. Donc en 3 mois, je peux être expert dans plusieurs domaines si je me donne 3 mois, 6 mois, 9 mois et ainsi de suite. Donc au final, effectivement, je ne dis pas que les écoles ou que les diplômes qu'on a ne valent rien, mais au final, l'entreprise, pour avoir créé cette société, l'entreprise a besoin de compétences au-delà du diplôme. A besoin des compétences. Je peux être diplômée et ne pas savoir un mot de ce que je raconte. Je peux être diplômée. C'est pour ça que je vais pouvoir de remettre un peu ces lettres de noblesse à l'université. Et je te rejoins à 1000%, Mickaël, quand tu dis qu'effectivement, à l'université, en tout cas l'école en France, l'université française, enseigne bien, même si il y a des disparités, on est conscient de ça, selon les régions. Voilà. Mais il n'empêche que l'université, moi, m'a donné les bases. Parce qu'à l'université, tu réussis quand tu as envie de réussir. Il n'y a pas un prof qui te tient par la main pour dire Linda, fais tes cours, Linda, fais tes devoirs, Linda, après toi. Ce sont les qualités intrinsèques qui permettent de réussir, la discipline. Voilà. Alors qu'à l'école, on est très tenu par la main. C'est-à-dire qu'à l'école de commerce, tu payes pour ça, tu investis de l'argent, tu investis du temps et les profs sont là pour te tenir par la main le plus longtemps possible pour t'emmener à bon port. Donc moi je pense que les deux se valent, mais la base même, je pense que c'est aussi important d'être passé par la case université. Ça nous permet de voir un peu oui, tu es seul, ta réussite dépend que de toi. Si tu vas avec la notion de réussite. Mais et après, une fois que tu sors de là, toi tu te sens en capacité de pouvoir parfois te lancer dans des postes à haute responsabilité, haute responsabilité, mais on te donne pas cette chance-là, parce qu'on te trouve trop jeune pour ça. C'est pas possible, tu vas pas y arriver. Mais donnez-moi la chance, donnez-moi 1 mois, 3 mois pour voir si je vais y arriver ou pas. Oui, après, c'est vrai qu'il y a un investissement pour l'entreprise, mais ça coûte quoi 3 mois? Parce que finalement, si la personne y arrive, mais le profil que vous avez en interne, il sera tellement bon, compétitif, que du coup, va être productif pour ton entreprise. Et qu'au final, les 3 mois investis seront vite amortis avec cet outil, cette personne-là. Donc, quand tu dis on forme bien, mais on n'utilise pas assez bien les personnes qu'on forme, c'est le même principe. Je vais dans une bonne famille, tu vas dans notre pays,
En Angleterre, par exemple, c'est le même principe. Tu sais que tu dis que tu sais faire un truc, on te donne l'opportunité de prouver que tu penses vouloir faire. En France, c'est non, attends, quelle école, université, oui, mais non, t'as quel âge, oui, mais non, tu as commencé là, mais je peux faire mieux, mais non, mais tu commences d'abord au bas des choses. What the hell, seriously? Et c'est pour ça que je milite comme Joël disait. Je milite pour que les femmes et toutes les personnes aussi qui sont plus moins exposées de ces sphères de leadership et de décision, etc. Ils entrent en prenant en utilisant les meilleurs outils et credentials qui peuvent les formations qui peuvent les aider à avoir une voix. Parce que tant qu'on est là, on discute et on peut pas changer, on peut pas aller à la table de direction et demander que les gens nous intègrent et changer les choses pour nous. Il faut à un moment donné que nous-mêmes on se prépare pour être à la table de direction et savoir pourquoi on veut changer les choses et pourquoi on veut les changer et avoir une méthode pour les changer. Et donc si nous on s'exclut déjà dès la formation, on va pas faire les MBA. Et la place va être prise par des hommes qui vont pas penser pour nous, vont pas penser à créer des sphères qui vont favoriser aussi une façon de travailler qui nous facilite, qui inclut les femmes. En France, on a découvert le télétravail. Moi, je travaille pour GE. Avant de quitter, d'être à 100% sur Rise Up, j'ai travaillé pendant 7 ans pour General Electric sur des postes internationaux. Mes équipes étaient internationales. Je travaille beaucoup depuis chez moi. Ou de n'importe où j'avais mon ordinateur, une connexion internet et un téléphone, et ça posait pas de problème. L'essentiel c'est que le travail soit fait, on peut travailler à distance, et quand on est femme et mère, j'ai été mère célibataire pendant 4 ans, avoir un poste à haute responsabilité, être maman et être seule dans un pays où t'as pas ta famille, un réseau de support, etc. Je vous assure qu'avoir la liberté, la flexibilité, d'avoir un environnement de travail qui vous fait confiance, qui vous permet de travailler de chez vous, de partir à 15h parce que vous avez besoin d'amener votre fils chez le médecin, et pas devoir vous justifier ou penser, oh là là, comment mon boss a pensé si je pars à telle heure. Et toute cette fatigue mentale qu'on a en tant que femme dans le monde professionnel parce qu'on ne nous inclut pas aussi dans nos contraintes de vie personnelle, ça va se répéter, ça va continuer. Donc il faut aussi que plus il y aura de femmes à cette table de direction, plus il y a de femmes qui comprennent. Quand moi j'ai eu mon fils, ma boss était une femme, elle était aux Pays-Bas, moi j'étais à Atlanta. C'est elle qui m'a conseillé comment mieux arranger mon retour après mon congé maternité pour que je reprenne et que ce soit pas trop compliqué, difficile de me réadapter en étalant mon retour à mi-temps et ensuite à plein temps sur plusieurs semaines et en me réintégrant dans le travail projet par projet petit à petit. Et en fait, cette façon de voir les choses, c'est parce que c'était une femme qui aussi est mère et qui sait que, in fine, le but c'est créer une entreprise, créer du résultat. Elle aussi, elle a des objectifs à délivrer, elle a une équipe à manager, mais elle veut voir comment tout le monde peut faire de leur mieux avec les meilleures conditions. Alors que les hommes pensent pas comme ça forcément, pas parce qu'ils veulent être méchants, mais parce que c'est pas dans leur champ de réflexion, de pensée. C'est ce qu'elle évoquait justement, tu te rappelles Joël, l'échange avec Viviane Ribeiro. Exactement. Oui. On est vraiment exactement dans ça, effectivement, avoir une boss qui comprend, qui pour avoir été dans cette situation-là, qui comprend que c'est important pour une mère, une jeune maman de pouvoir une flexibilité. La flexibilité, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci Joël, pour pouvoir effectivement jouer entre son rôle de professionnel et son rôle de mère, qui les deux sont autant importants. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, les deux sont importants. Et je voyais, il y a Perle qui n'est pas avec nous en ce moment, mais qui du coup réagit quand même parce qu'elle nous écoute, qui avait quelques questions, je crois qu'il y a une question et puis surtout une réflexion, je vais me permettre de le lire du coup, sur le résultat de The Focus, qui disait au fait que le syndrome de l'imposteur chez la femme est ce que finalement, est-ce que finalement ce n'est pas notre quête de la perfection, coucou Joël, oui, quête de la perfection et le fait qu'on se remette plus souvent en cause que les hommes qui jouent dans ça. Et ensuite il y a il y a un commentaire où elle dit ça me fait penser du coup à la série Self-Made, avec donc être autodidacte devrait être valorisé, et elle se demande comment changer ce regard en France. Voilà une question tellement vaste aussi. Il y a
Sur la première partie, la première réflexion-question, je suis tout à fait d'accord. C'est la quête de la perfection. Hein, c'est les meilleurs amis, perfection et syndrome de l'imposteur. Et en fait, il faut travailler sur son lâcher prise, accepter d'être qui on est, comme on est, et tout le temps et sans compromis. Et ça, c'est travailler sur ses croyances personnelles et le regard sur soi, l'amour pour soi. Et puis, en fait, il y a aussi une méconnaissance de ce qu'est la réussite. Parce que la réussite est montrée dans les médias comme quelque chose d'une ligne droite. Elle était là, elle est arrivée là, c'est arrivé. Wow. Moi, je me rappelle quand j'allais aux présentations MBA et que je voyais les anciens élèves de ces écoles, je voyais où ils étaient avant, où ils sont maintenant. Genre, waouh, ils ont réussi. Mais on ne présente jamais l'histoire de tous les creux, etc. Ce que j'ai partagé avec vous après mon MBA quand j'ai perdu mon boulot, toute la remise en question, changer de continent. Tout ça, ça fait partie du parcours en fait. Et à ce moment-là, on aurait pu regarder, voilà, ton MBA, c'était un peu un calcul risqué parce que là, tu as des prêts à rembourser. Je pense que c'était pas forcément la meilleure décision, mais c'est sur le temps long qu'on voit les choses. Et en fait, sur le temps long, il n'y a jamais de ligne droite. Donc, quand on sait que l'échec fait partie intrinsèque de la réussite, eh ben, on cherche plus à être parfait parce que quand on est parfait, c'est qu'on n'a pas échoué, donc on réussit pas finalement. Et aussi, on peut pas créer quelque chose de parfait du premier coup. Il y a toujours un aller-revenu. Quand on lance un produit sur le marché, on l'adapte. Au départ, on le lance comme on l'avait pensé, imaginé, et puis les gens réagissent, répondent, et puis on intègre ces feedbacks, on le change et on le fait évoluer. Et c'est la vie, c'est la dynamique de la vie en fait. On n'est jamais. Donc c'est vrai que les femmes, on a tendance à vouloir être perfectionnistes. Je sais pas pourquoi. Peut-être dans notre conditionnement sociétal, culturel, on attend beaucoup de choses de nous. Mais on doit apprendre à lâcher prise. C'est vraiment essentiel. Pour pouvoir justement combattre ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Et l'autre la question c'était comment faire changer les mentalités sur l'autodidacte en France. Ah oui, je pense déjà que les personnes qui sont autodidactes ont plus de visibilité et parlent plus de leur parcours. Je pense qu'il y a beaucoup on parle beaucoup de gens qui on met en valeur beaucoup de profils en France qui sont à l'opposé de ça en fait. On ne communique pas sur les qualités intrinsèques pour la personne pour réussir à entreprendre des choses. On parle d'école, on parle de diplôme, on parle de statut plus que de résultats. On n'est pas dans une culture de résultats et je pense que plus on serait dans une culture de résultats, on demande aussi nous en tant que téléspectateurs, en tant que citoyens, qu'on demande de la transparence par rapport aux résultats. Ça donne aussi plus de place et un regard plus juste posé sur les autodidactes, parce que les autodidactes, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des personnes qui, à partir de quelque chose qui peut être considéré comme pas la bonne formation, pas le soutien en termes de réseau, etc., sont arrivés d'un point A à un point B et ont créé quelque chose, ont créé un résultat. Et on les compare avec des gens qui sont partis d'un point A à un statut, ont un poste. C'est pas ce qu'ils ont créé. Tu vois, donc c'est vraiment donner plus de visibilité aux autodidactes, que les autodidactes partagent plus leurs histoires aussi, donnent les clés, parce que cette idée que moi quand j'ai réussi, je vais pas te dire à toi parce qu'il faut que tu galères comme moi, il faut les faire de ces mentalités-là aussi, il faut partager et dire ce que tu as fait ou là où tu as échoué, et le dire avec humilité, et pour que ça serve, tes erreurs servent à quelqu'un d'autre, et vous avancez tous plus. Si vous êtes les seuls, si les femmes s'entraident pas entre elles, comme dans mon entreprise, souvent malheureusement, il n'y a pas toujours ça, en France en particulier. On peut voir la compétition parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, donc on pense que s'il y a une place qui est prise par une femme, il n'y en aura pas de place pour une autre. Donc on s'entraide pas forcément assez. Et ben déjà ça, si on est solidaire et on s'entraide entre femmes, si on s'entraide avec des personnes qui ont des parcours atypiques, on est atypique où on regarde ce que les gens produisent, ce qu'ils apportent comme valeur ajoutée, plutôt que quel statut ils ont, et qu'on promeut ça, on promeut ça et on communique ça plus dans les médias, dans les écoles. Voilà, quand on fait venir les anciens élèves et qu'on les fait venir juste parce qu'ils ont un titre, c'est pas parce ce qu'ils ont fait, on continue à perpétuer cette image que l'autodidacte, finalement, il n'est pas vu positivement. Alors que si on fait venir les anciens élèves, on leur dit voilà, on a un autodidacte, quelqu'un qui a créé quelque chose, qui a fait, qui est parti de rien, qui a transformé quelque chose, et qu'on met ça en valeur.
eh ben les jeunes, ils auront envie de ça. Michael, est-ce que tu penses à la même chose que moi? Ouais, je viens de penser à quelque chose. Mais bon, là, Michael, on te remercie parce que là, parler avec toi, ça ouvre tellement les chakras. C'est exactement ça. C'est exactement ça ouvre les chakras. Et je le savais déjà parce que j'ai suivi un de tes masterminds, donc je savais déjà. Mais tu vois, là, ça me remet encore en mémoire tous les chakras que tu peux ouvrir. Donc, on a passé là 1 heure, même un peu plus d'1 heure d'ailleurs, très 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 riche, riche d'enseignements de ton jeune âge, Michael. Je rappelle ton âge, de ton jeune âge, c'est un parcours tellement éclectique et puis en même temps libre. J'appelle ça des parcours libres quand même, parce que de s'affranchir et de dire tiens, je suis libre de faire ça, à chaque fois de gagner un peu de sa liberté, c'est hyper important. Et on te remercie énormément d'avoir accepté de passer cette heure parmi nous, d'avoir été généreuse, puisque comme tu dis si bien, il faut raconter son parcours pour pouvoir donner envie aux autres également. Et puis de toute façon, je vais laisser le mot de la fin à Linda, mais juste pour vous dire que si vous voulez retrouver Michael, vous la retrouvez sur Twitter, Michael Goko. Et voilà, vous la contactez, elle va vous ouvrir les chakras. Exactement ça. Oui, mais moi, que dire de plus, hein, t'as tout dit, Joël. Merci vraiment beaucoup pour ce partage. On a passé 1 heure, presque 1h15 tout ensemble. C'est passé tellement vite. Et je pense que j'aimerais bien rester 2 heures de plus, moi, mais bon, ça va être compliqué. Et maintenant, pour ta, Michael, on ne te lâche pas. Ça, c'est sûr. Vous allez revoir, vous allez revoir Michael. Bon, déjà en replay sous 48 heures max sur le site de la radio The Focus, et puis il y aura forcément d'autres thématiques, d'autres sujets. Et ce que j'adore dans The Focus, c'est que toutes les personnes, toutes les invités qu'on a eu la chance d'avoir en direct avec nous ont forcément des points communs, bon, en plus d'être des femmes, hein, quoi qu'il y aura aussi des hommes. Oui. Et moi je réfléchis comme ça, on va voir avec l'équipe radio, je réfléchis à une émission où on va faire rencontrer justement des invités qui matcheraient bien, vous voyez, qui seraient complémentaires. Moi je pense déjà Arlénie, Michael, bon bref, j'espère Michael accordera encore un peu de ton précieux temps dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et puis au plaisir de te rencontrer de visu. Oui, pareillement, merci à vous. Merci beaucoup à vous deux pour l'opportunité de partager ça avec vous. Et puis, je veux laisser le dernier mot, mon dernier mot pour les auditrices en particulier. Je sais qu'il y a des hommes qui peuvent vous écouter aussi, mais vraiment, lâchez prise, croyez en vous. Et allez là où on vous attend pas. Surtout, n'hésitez pas à aller là où on vous attend pas. Et vous n'avez pas idée de la vie que vous pourriez mener si vous vous lâchez prise un petit peu. Donc, all the best to you. Merci, belle parole. On va remettre, on va du coup, Joël, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose du coup avant qu'on... Non, on peut libérer l'antenne et remettre les programmes que les auditrices et auditeurs pourront continuer à suivre avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous les deux pour votre temps. Je vous dis donc bonne fin d'après-midi et bon après-midi chez toi, du coup, à Michael. Au revoir, bye. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.